25 minutes. C'est parti, c'est lancé. C'est parti. Hamzy, c'est bon ? Et nous voilà dans le numéro 1 du podcast filmé de Golasso, le podcast qui parle du football en long, en large, mais surtout en profondeur. On va parler de sujets, de fond du football dans ce podcast. Et aujourd'hui, justement, on va commencer en parlant d'un sujet qui fait de plus en plus l'actualité, parce qu'on approche de la date fatidique du début de son événement, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va soulever quelques problématiques parce que cette Coupe du Monde, justement, contrairement à beaucoup d'autres, soulève des problématiques, alors d'ordre climatique, d'ordre des droits humains, de morale. On va en parler aujourd'hui avec un beau plateau, notamment avec Lola Schulman et Camille Dechambre de Amnesty International. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, on va revenir tout à l'heure avec vous parce que vous lancez une campagne qui porte le nom de Ramener la coupe à la raison. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc voilà, et pour ce faire, pour vous accompagner, on a deux messieurs, en l'occurrence avec Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Spécialiste de la géopolitique du sport. Exactement. Et d'ailleurs, on va parler tout à l'heure, on va faire un petit encart sur le livre qui est sorti au mois de juillet, qui s'appelle justement Géopolitique du sport. On va essayer de dessiner un petit peu les contours de ce que représente le soft power du football en particulier, du sport, pourquoi pas. Et pour terminer, Chérif Guémour, de SoFoot, entre autres. Bonjour tout le monde. Salut Chérif. Salut. Bon, alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite sur ce podcast. Justement, tout à l'heure, on parlait de ramener la coupe à la raison. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez dire à nos auditeurs quelle est cette campagne, pourquoi vous avez monté cette campagne et quelle est cette campagne exactement. C'est-à-dire qu'on travaille déjà sur la question du Qatar depuis plus de 10 ans. Amnesty, 10 ans déjà. En 2010, le Qatar obtient l'attribution de la Coupe du Monde. Nous, notre premier gros rapport sur la question des travailleurs migrants, c'est 2013. Parce qu'évidemment, c'est un travail de fond. On est allé sur le terrain, on a échangé avec les travailleurs, etc. Donc 2013, on sort notre premier gros rapport. Et donc depuis, on sort des rapports régulièrement, on fait des alertes régulièrement. Et l'échéance se rapproche. Donc là, l'idée est de dire il faut qu'on alerte le grand public. Et donc, on a décidé de lancer cette campagne. On l'a lancée il y a à peu près un an. À peu près un an, ouais, c'est ça, en décembre 2021. On s'est dit, c'est le moment de mettre un dernier coup d'accélérateur avant le rassemblement et de sensibiliser un maximum de supporters en profitant justement des projecteurs sur le Qatar pour être entendu par un maximum de personnes. D'accord, donc il y a un vrai travail de sensibilisation des gens qui vont regarder, peut-être pour qu'ils regardent différemment, qu'ils aient une façon de consommer cette Coupe du Monde différente ou simplement que le message puisse passer. L'importance du travail de sensibilisation, c'est en premier lieu d'informer à la fois l'ensemble des Français, à notre échelle, nous, Amnesty International France, l'ensemble des Françaises et des Français, mais aussi les supportrices de football, des enjeux sur les questions de droits humains au Qatar, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde. Donc c'est pas forcément une autre manière de regarder. C'est vraiment sensibiliser à ce qui se passe réellement sur le terrain, aux personnes et aux institutions qui sont responsables des violations de droits humains, aux possibilités d'action pour tenter de réparer ces violations de droits humains et leur proposer d'agir à nos côtés, avec nous, contre les violations de droits humains. Lola Schulman, vous me disiez que tout de suite, dès l'attribution de la Coupe du Monde, il y a eu quelque chose, quand c'est le Qatar qui a été sélectionné pour organiser la Coupe du Monde 2022, il y a eu tout de suite des questionnements, parce que le Qatar était déjà un petit peu dans le viseur concernant les droits humains, concernant les travailleurs. Amnesty, oui, les pays du Golfe, de manière générale, on travaille dessus depuis bien longtemps, c'est-à-dire sur la question même des droits des femmes, des droits des personnes LGBTI. Donc, quand le Qatar est désigné pays hôte de la Coupe du Monde, la grande problématique, c'est que la question des droits humains n'apparaît pas du tout dans le deal avec le Qatar. Donc, le mot droit humain n'apparaît à aucun moment. Et donc là, on se rend bien compte
que le Qatar peut faire ce qu'il veut pour organiser, mettre en place toutes les infrastructures qui vont permettre, là, dans quelques semaines, d'accueillir les équipes nationales. Et donc, en fait, on va avoir des évolutions sur la situation des travailleurs, notamment par la pression des ONG, par la pression d'Amnesty, de Human Rights Watch, parce qu'on va publier des rapports. Nous, on va aller sur le terrain, on va s'entretenir avec les travailleurs, mais on va aussi s'entretenir avec les responsables, avec la FIFA, le comité suprême qui organise la Coupe du Monde, pour leur dire, mais en fait, il va falloir changer les choses, parce que là, ce qui se passe, c'est tout simplement inadmissible. Alors justement, on va y venir, le dialogue peut-être avec les instances, avec même le Qatar lui-même. Vos méthodes d'investigation, donc c'est vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens et de voir leurs conditions de travail. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain concrètement ? Et en fait, à chaque fois qu'on publie des rapports, oui, c'est avant tout un travail de recherche sur le terrain, donc là au Qatar. Mais il faut se rendre compte qu'on est aussi allé, notamment pour un rapport qu'on a publié donc en août dernier sur les décès, on est aussi allé au Népal pour s'entretenir avec les familles de proches qui sont morts au Qatar, pour s'entretenir avec elles, pour savoir quelles étaient les informations dont elles disposaient concernant le décès de leurs proches. Donc c'est évidemment des témoignages avant tout, pour savoir quelle est l'analyse, quels sont aussi les systèmes en place pour aussi les démonter et dire voilà quels sont les dysfonctionnements qui existent. Et c'est aussi des entretiens avec les autorités à chaque fois pour savoir quelle est leur réponse, qu'est-ce qu'ils vont faire pour mettre fin à ces violations des droits. Et donc, tous ces rapports qu'on a publiés, que ce soit des gros rapports globaux sur la situation des droits humains ou des rapports thématiques qu'on a pu faire sur les travailleuses domestiques, sur la question des décès, sur les travailleurs des agences de sécurité qui vont gérer la sécurité des stades, on va toujours avoir cette rigueur aussi de recherche et d'expertise qu'on va avoir sur le terrain avant tout. D'accord. Alors on a entendu des chiffres, on a entendu parler de 6500 morts. Les causes sont directement liées au fait des conditions de travail. Est-ce que c'est des faits avérés que vous avez pu vérifier, vous, sur place ? Alors Amnesty International, nous, on n'apporte pas de chiffres et d'éléments chiffrés sur le nombre de décès. C'est le Guardian, il me semble. Ça, c'était le Guardian qui avait amené les 6500 parce que, en fait, c'est impossible pour nous d'avoir accès aux informations, de savoir exactement combien de personnes sont mortes à cause des conditions de travail. Et pour cela, parce que le Qatar ne nous donne pas accès aux informations nécessaires pour qu'on puisse établir un bilan chiffré adapté à la situation réelle qui se passe sur le terrain. Parce que, notamment, les certificats de décès, il y a écrit problème respiratoire ou cause non connue, alors même qu'on savait que la personne pouvait travailler 12-14 heures par jour dehors ou dans un camion sans système d'aération ou de climatisation. Et là, on sait parfaitement que la personne est morte à cause de ces conditions de travail. Et donc, c'est bien ça, là, le système que nous, on essaye de démonter pour justement identifier les lacunes et les problématiques qu'il y a aujourd'hui au Qatar concernant le droit du travail. Donc pour nous, on a des milliers de personnes qui sont mortes directement à cause des conditions de travail au Qatar. Et pour nous, ce qui est important, c'est pas que seulement la situation du décès des travailleurs sur les chantiers FIFA, mais c'est l'ensemble des travailleurs au Qatar qui nous importe, parce que ça va être tous ceux qui vont gérer le secteur de l'hospitalité, qui vont accueillir les équipes, les supporters, etc. Et c'est tous ceux qui sont ici sur l'ensemble des chantiers, parce que des améliorations, il en faut pour l'ensemble des travailleurs, des 2 millions de travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays. 2 millions de travailleurs, il me semble qu'en règle générale, hors Coupe du Monde, on est plus aux alentours de la moitié, quasiment 1 million de travailleurs. En 2010, il y avait 1 million et aujourd'hui, on a 2 millions. D'accord, 2 millions. Les entreprises qui ont été en charge, alors peut-être que d'autres peuvent répondre à ces questions-là, les entreprises qui ont été en charge des travaux, sont des entreprises qataries ou des entreprises étrangères qui... Il y a de tout. Il y a de tout, d'accord. Oui, il y a des entreprises françaises qui ont eu des gros... qui ont obtenu des gros chantiers, des financements sur le métro, etc. Donc oui, il y a des entreprises françaises, internationales, qataries. Et on n'a pas concernant justement les entreprises étrangères, parce que c'est eux qui mettent en œuvre finalement les conditions de travail des travailleurs. Est-ce que vis-à-vis de ces entreprises-là, est-ce qu'il y a un dialogue ? Est-ce qu'eux ont essayé de faire les choses sur place pour pouvoir s'adapter au mieux ? Pour nous, c'est pas tant essayer, c'est de mettre en place réellement. Ouais. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on a alerté, on a pu mettre la lumière sur des situations terribles, notamment des travailleurs du stade El Baït, qui est un des gros stades là, qui a été au Qatar, qui n'avait pas été payé depuis des mois. Où là, à ce moment-là, on avait alerté les entreprises pour dire, voilà, c'est inadmissible que ces travailleurs ne soient pas payés. Mais le problème qu'on a là au Qatar, c'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail-là, nous, d'investigation, si on n'alerte pas, si on ne met pas le Qatar, le suprême comité face à leur responsabilité, la directe aussi sur ces violations des droits,
malheureusement, les choses n'avancent pas. Donc, on fait ce travail-là, nous, quand on va dire, voilà, une entreprise de sécurité avec laquelle vous avez contracté pour la sécurité de certains stades pour la Coupe du Monde, eh ben, ils ne respectent pas le droit des travailleurs. La réponse est, on va mettre fin à notre deal avec cette entreprise de sécurité. Mais le problème pour nous, c'est que voilà, il devrait y avoir beaucoup plus d'enquêtes, beaucoup plus de suivi sur la mise en œuvre des législations. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous êtes mis en contact, vous avez travaillé avec l'OIT ? Oui, avec l'OIT, parce que là, c'est l'Organisation internationale du travail qui est à Doha. Oui, on est en lien avec eux, bien entendu. On a alerté. Ils ont publié un rapport. Chérif Guémour. Oui, comme quoi tout allait bien et puis que le Qatar a fait des efforts. Oui. So what? C'est pas ce que nous, on constate sur le terrain. Donc après, c'est une organisation des Nations Unies qui a obtenu un accord avec le Qatar pour ouvrir un bureau à Doha. L'Organisation internationale du travail a collaboré avec le gouvernement du Qatar dans ces législations, c'est-à-dire qu'en fait, cette organisation des Nations Unies a accompagné tout le gouvernement pour dire voilà, quelles sont les réformes que vous devez mettre en place aujourd'hui pour être en adéquation avec les normes et le respect des droits humains. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour nous, il y a une vraie différence entre le bilan que va faire l'OIT et le nôtre, qui n'est pas le même, mais parce qu'on n'a pas non plus les mêmes, la même indépendance. Nous, on a une réelle indépendance aussi Amnesty International, ce qui n'est pas forcément le cas de l'OIT. C'est juste pour mettre en lumière la responsabilité des institutions internationales aussi. Bien sûr. Important. Bien sûr. Moi, j'aurais voulu poser une question à Camille, qui est justement chargée de campagne. Est-ce que justement cette sensibilisation, parce que c'est un événement planétaire, est-ce que ces questions qu'on se pose, on se les pose ailleurs ? Est-ce que dans le monde, ou est-ce qu'il y a quelque part qu'en France ou dans certains pays qu'on a un écho et qu'on a un regard justement sur cet aspect humain des choses ? Alors, je pense que la prise de conscience, elle est assez internationale. Amnesty, on est dans beaucoup de pays du monde et la campagne qu'on mène sur le changement en termes de droits humains au Qatar, elle est menée dans beaucoup de pays européens, mais aussi en Asie et en Amérique. Donc, cette campagne de sensibilisation, elle est généralisée. Il y a une prise de conscience globale, je pense. On a publié un sondage il y a quelques semaines qui prouve que la majorité des personnes dans tous les pays où nous avons mené ce sondage, qui était, je crois, 15 pays, étaient sensibles aux questions de droits humains au Qatar, étaient inquiets de la question des droits humains au Qatar, des conditions d'attribution des coupes, des responsabilités des instances et même des responsabilités des entreprises, comme on en parlait. Donc, je pense que la prise de conscience, elle est générale. Après, nous, on fait campagne en France. Je peux plus facilement vous parler des répercussions de la campagne en France, mais c'est quelque chose qu'on mène partout dans le monde. On va y revenir justement sur l'impact de cette campagne en France et quelque part comment ce message est interprété. J'aimerais qu'on vienne avec Jean-Baptiste Guégan. Où en est le Qatar d'un point de vue purement logistique ? Est-ce que le Qatar est prêt à accueillir cette Coupe du Monde ? Parce qu'on a parlé des problématiques, justement des cadences de travail, qui impliquent peut-être forcément à un moment donné du retard, des choses. Est-ce que le Qatar est prêt à faire une Coupe du Monde ? Alors il y a la question des structures qui vont accueillir le public. Donc là, ils ont eu la crise Covid, ils ont eu le blocus qui a duré plus de 3 ans, qui a donc grandement affecté leur organisation. Donc déjà, ils arrivent vraiment au bout de calendrier. Et puis il y a leur capacité à accueillir le monde en dehors des infrastructures. Pour avoir fait 2 matchs de qualification là-bas, pour avoir vu comment ils géraient les flux, pour avoir vu comment ils géraient les supporters, notamment étrangers, pour avoir vu leur manière, par exemple, de fermer le métro en oubliant qu'il pouvait y avoir des prolongations après un match, pour avoir vu la sécurité officier, on n'est pas à l'abri de surprise. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, tout le monde en parle comme d'un cimetière finalement à ciel ouvert, avec... il y a cette question-là qui existe, mais il y a aussi tout ce qui va arriver. C'est-à-dire que là, on a une vraie problématique. En termes organisationnels, ils ne sont pas prêts à accueillir des milliers d'Anglais, ils ne sont pas prêts à finalement faire face à des supporters qui se seraient peut-être alcoolisés avant, qui vont sortir des stades et puis qui vont vouloir rentrer dans finalement le cœur de Doha en utilisant finalement le métro, dans un contexte où ils ont tendance à vous empêcher de passer au-dessus des tourniquets. Il n'y a pas cette culture-là du sport spectacle, du sport divertissement, avec parfois ses excès aussi. Ça donnait quoi là, au niveau organisationnel ? Tu te rappelles la Coupe arabe des Nations ?
C'était un peu une grande... Une grande répétition, On oui. parle de la finale qui a eu lieu à Lusail pour une cérémonie de répétition, mais qui n'était pas une cérémonie d'inauguration. Ouais. Il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis de transport, il y a eu des soucis de sécurité, il y a eu des soucis d'entrée dans le stade, il y a eu un problème de climatisation. La climatisation s'est coupée. Alors là, ils en avaient vraiment besoin. Là, pour la Coupe du Monde, ils auront moins besoin de la clim. Elle fonctionnera, mais de manière intermittente. Ils sont face aussi à des problèmes qu'ils n'avaient pas forcément anticipés. La consommation d'eau, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, il n'y a plus assez d'eau dans le stade. D'accord. Ce qui est un petit peu gênant quand il fait plus de 35 degrés. Vous allez avoir d'autres problématiques, c'est-à-dire que la crainte, c'est aussi la coupure de courant. Parce que tout va fonctionner sur des stockages électriques. Vous n'êtes pas non plus à l'abri d'autres événements, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui auront peut-être l'envie de manifester leur mécontentement sur place. Donc vous aurez peut-être des activistes. Vous avez toujours un risque d'action d'éclat. Et là on peut penser à plein de choses. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises. J'ai une anecdote. Lors des matchs éliminatoires, les Australiens ont débarqué à Doha. Les Australiens sont arrivés donc avec des packs de bière qu'ils ont descendus pour pouvoir passer la douane avec. Et donc ils sont arrivés sur le sol qatarien, ils étaient bien chauds. Et donc on les a mis dans des bus. Bon, les bus sont arrivés, sont retrouvés dans les fameux embouteillages de Doha. Ouais. Et entre 17h et 18h, vous êtes bloqués. Donc ça va être drôle à voir. Et donc que fait un supporter australien qui sort d'un bus dans lequel il vient de passer 1 heure après avoir bu énormément? Il va procéder à des besoins naturels. Sauf qu'ils l'ont fait à l'européenne, c'est-à-dire qu'ils ont vu le premier mur et ils se sont alignés. C'était un mur d'un ministère. Et là, les gardiens de sécurité ont réagi de manière assez vive. C'est pas passé. Bon, il y a tout cet ensemble de choses-là qui n'est pas forcément conscientisé. Qui pose question aujourd'hui, à votre niveau, Jean-Baptiste Guégan, vous dites il peut y avoir des gros couacs. Moi, je me dis qu'on juge la manifestation après, pas avant, et qu'en l'occurrence, il faut être sensibilisé à cette question-là, parce que ce qu'on en a vu, nous, sur place, c'est un peu surprenant. Sans parler de toutes les problématiques, les travailleurs qui bossent jusqu'à 23h30, les bus avec des voiles noires qui empêchent les travailleurs de passer, on les a vus. Donc il y a une vraie réalité de ces problématiques-là. Et va s'ajouter le déroulement. Et on verra s'ils sont capables d'être à la hauteur de la confiance qui leur a été donnée. Parce que là, ça peut être un deuxième bad buzz. Et celui-là, il va accompagner le premier. Alors moi justement, Chérif, j'avais une question à poser. Le Qatar, qui est entré un petit peu dans le sérail du football mondial maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années, voire même un peu plus. Tout à l'heure on parlait en off, voire même un petit peu plus. Aujourd'hui, on a l'impression que le Qatar, de par ses moyens, s'impose dans un milieu très fermé, très conservateur au niveau de ses idées, avec aussi une posture des pays identifiés comme football qui, quelque part, n'acceptent pas trop l'arrivée d'un pays comme celui-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, à la base, pour les grandes compétitions sportives, que ce soit pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde, il y a le principe d'universalité du sport. Chaque pays est éligible à organiser une grande compétition, même s'il n'a pas une grande culture sportive, même s'il n'a pas une grande culture footballistique. C'est mieux, c'est préférable, c'est souhaitable. Pourquoi pas l'Inde organiser la Coupe du Monde 10 ans, c'est absolument pas un pays de football, mais sur le principe, ils ont le droit. Ouais. La deuxième chose, c'est il faut bien se souvenir que je ne parle pas des magouilles de la FIFA, on en a déjà parlé, et tout, l'attribution et tout, bon, ça pose problème, il faut qu'on réfléchisse à ça. Enfin, pas à nous on n'est pas dans les instances. Mais il faut bien se souvenir que l'attribution de certaines compétitions, notamment après la crise financière de 2008, que ce soit le CIO et la FIFA, ils recherchaient des partenaires fiables, solvables et qui avaient les moyens. Et dans ces cas-là, en plus des magouilles, parce que vraisemblablement il y a eu des magouilles, mais c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Vraisemblablement. Oui, vraisemblablement. Enfin, c'est bon. Voilà. Et le truc, c'est que à partir d'un moment, on n'est pas très regardant non plus à la nature du régime politique des pays à qui on confie ce genre d'organisation. Ouais. Donc, que ce soit la Chine, la Russie, le Qatar, ce genre de choses. Donc voilà, il y a 10 ans, j'exonère pas le Qatar, on va y revenir après. Ensuite, comment dire, il y a des considérations qui avant, il y a 10 ans, 12 ans, qui commençaient à exister, mais qui n'étaient pas encore très fortes mondialement. C'est par exemple les enjeux écologiques. Ouais. C'est nouveau.
évidemment, c'est tard. C'est nouveau, c'est tardif. contemporain. Là, on est en plein dedans actuellement. Oui, mais il y a 10 ans, c'était pas une exigence d'avoir des jeux éco-responsables, comme on dit, des jeux ou des coupes du monde. Donc, c'est un peu dur d'attaquer le Qatar sur ce genre de choses et tout. Parce que c'était pareil à Sochi et tout, avec la neige artificielle. Il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver d'Asie, en Arabie Saoudite, c'est encore pire. Là, ça pose problème. Donc voilà, c'est ce genre de considération. Le Qatar a été désigné pour 2022. Les choses se sont faites. Il y a un minimum à respecter quand même, c'est tous les pays qui engagent des dépenses considérables, qui pour moi sont exorbitantes, pharaoniques, qui n'ont pas lieu d'être. C'est que le cahier des charges qu'impose la FIFA et le CIO au pays pour organiser maintenant les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, c'est pharaonique. C'est vrai, ouais, ils ont un degré d'exigence pour organiser la Coupe du Monde. Donc voilà, le truc c'est que, comme on dit, ils ont engagé les dépenses. Ça, c'est vraiment des considérations générales. Je les remets dans la perspective de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Le Qatar a le droit d'organiser les Jeux. Les considérations écologiques, à l'époque, on ne savait pas non plus que, même si on s'en doutait, que les travailleurs allaient être esclavagisés. Vous voyez, donc le mot est fort, je pèse mes mots. C'est ce genre de choses. Là, maintenant, on arrive à une prise de conscience aujourd'hui, qui est tardive, mais il n'est jamais trop tard, et là, qui nous propulse pour les années à venir sur la façon dont il y a une conscience universelle. On envisage les prochains grands événements sportifs. Justement, on va venir oui, à ça, bien sûr. à l'éventuel. Mais j'ai pas clos la discussion sur le Qatar, parce que là maintenant c'est dans un mois, trop tard, pas trop tard. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas Justement, concernant les actions, on entend beaucoup parler de boycott. Vous, Amnesty International, c'est pas votre posture. Vous n'êtes pas dans la posture de dire il faut boycotter cette Coupe du Monde. Vous êtes plus dans une posture raisonnable où vous savez de toute façon que ça n'aura jamais fait. Alors, je pense qu'on n'a pas réfléchi en termes est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable sur la situation de qu'est-ce qu'on fait. En fait, on est parti de ce qu'on fait depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, on dénonce, on fait des rapports, on interpelle et on a obtenu aussi des victoires en 10 ans. Et heureusement, c'est important de le souligner, quand, je le disais, des travailleurs n'étaient pas payés pendant des mois au stade, on a obtenu réparation pour eux. Lorsqu'on a interpellé sur d'autres situations de violation des droits, on a pu obtenir aussi des éléments. On a obtenu que le Qatar ratifie 2 pactes internationaux des Nations Unies pour le respect des droits économiques et sociaux et des droits civils et politiques. Malheureusement, là, à quelques semaines, le compte n'y est pas. On a encore des salaires volés, c'est-à-dire des salariés qui ne touchent pas de salaire. On a toujours des personnes qui décèdent. On a des salariés qui ne sont pas payés à l'heure actuelle. Oui. On a des personnes qui décèdent toujours sans que la responsabilité soit établie de la part du gouvernement du Qatar. On a toujours des travailleuses domestiques qui sont proies à des véritables violences verbales, violences sexuelles aussi de la part de leur employeur. On a toujours des personnes qui voient leur passeport confisqué. Et enfin, on a des personnes qui travaillent quelquefois 84 heures par semaine et qui n'ont pas eu de jour de congé depuis des semaines, depuis des mois pour certains. Donc la situation actuelle reste terrible en fait là pour une grande majorité des travailleurs migrants. Notre objectif aujourd'hui, Amnesty International, mais avec d'autres organisations, c'est de dire comment on fait pour que, évidemment, que ces situations s'arrêtent et que tous ceux qui ont vu leurs droits violés depuis 2010 obtiennent justice et réparation. On sollicite depuis plusieurs mois la FIFA pour mettre en place un fonds d'indemnisation, de réparation en fait, des violations des droits qui ont lieu depuis 2010. Tous ceux qui ont dû payer des frais de recrutement illégaux pour se rendre au Qatar qui soient remboursés. Les familles endeuillées qu'elles reçoivent enfin une compensation. Ceux qui n'ont pas perçu de salaire qui reçoivent du salaire. Et donc en fait on demande à ce que la FIFA s'engage très concrètement pour changer l'héritage de cette Coupe du Monde et donner justice en fait à tous ces travailleurs migrants. C'est bien là l'objectif aujourd'hui qu'on a. On respecte complètement des individus, des organisations qui vont décider de faire le choix de boycotter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous, on négocie toujours avec la FIFA pour obtenir ce fonds de réparation. Et très sincèrement, on espère que d'ici au 20 novembre, on ait un engagement très clair de la FIFA en ce sens, quoi. Il me semble que vous souhaitez être aux alentours de 400 millions de dollars sur les 6 milliards engrangés.
Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas sorti le chiffre du chapeau en se disant comment on va évaluer en fait l'ensemble des violations des droits. La FIFA va avoir 6 milliards en gros de dollars de bénéfices de cette Coupe du Monde. L'ensemble des équipes qui participent vont avoir une enveloppe de 440 millions de dollars. Nous, on considère que ce fonds doit être abondé de 440 millions de dollars, mais bien sûr, c'est un montant minimum. Après, libre aussi aux autres organisations, même aux sponsors qui soutiennent le fonds d'indemnisation, à d'autres entreprises, on ne sait quoi, d'abonder ce fonds. L'objectif, c'est que ce soit quelque chose de participatif. Ça prendra certainement beaucoup de temps à se mettre en place, mais pour nous, c'est nécessaire en fait qu'il y ait réparation. Alors justement, sur ce que vient de dire Lola Schulman, Jean-Baptiste Guégan, est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Est-ce que vous pensez que les instances du football mondial, la FIFA en l'occurrence, peut avoir ce type de posture et justement mettre en place ce genre de fonds ? Ce qui est bien avec cette initiative, c'est qu'elle montre et elle sollicite la responsabilité des institutions internationales du sport, à commencer par la FIFA. C'est que la FIFA, pour la première fois, est confrontée réellement à la demande finalement d'ONG qui lui disent maintenant, il faut assumer ce que vous avez fait, et il faut assumer aussi derrière les conséquences de vos actes. En attribuant ce mondial au Qatar, vous avez induit finalement un système qui aujourd'hui est responsable de tout ce que disait justement Lola Schulman d'Amnesty. Ce fonds, moi, il me semble d'autant plus raisonnable que, objectivement, au regard des 6 milliards d'euros qui vont être générés, je rappelle, sans taxation, sans fiscalité, 400 millions, ça paraît peu. Et puis, je vais être très clair aussi. Si vous êtes une firme transnationale, que vous payez, que vous abondez tous les ans à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, la FIFA pourrait être son sponsor partenaire. Si on vous demande de littéralement blanchir votre action en mettant de l'argent, que vont faire ces entreprises, notamment les américaines ? Elles vont pas avoir trop le choix. Parce que derrière, vous savez que ces mouvements spontanés qui viennent de la base, portés par des ONG, c'est destructeur pour votre image. Et donc, vous avez des entreprises qui, de manière complètement cynique, vont abonder ce fonds. Après, il faut faire plier la FIFA. Mais ça, je fais confiance aux ONG comme Amnesty pour le faire. Et on a vu leur efficacité sur le terrain. L'intérêt, c'est que, de toute façon, il faut que le sport, à un moment donné, assume aussi les conséquences, finalement, de ces organisations. Sur le plan environnemental, sur le plan éthique, sur le plan des droits humains. Et puis, plus généralement, le sport doit être un facteur de progrès. Et aujourd'hui, on a la possibilité de conditionner l'organisation de ces grands événements à ces logiques progressistes. Alors après, il ne faut pas être naïf non plus. On ne va pas changer le monde. Par contre, si on peut changer la FIFA, il faut le faire. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que finalement, ces problématiques, enfin, qu'un pays qui pose problème sur les droits humains, sur des choses comme celle-là, c'est pas nouveau. Chérif Guémour, c'est déjà arrivé dans l'histoire du football, que ce soit en Italie, à l'époque de Mussolini. D'ailleurs, je me souviens d'un livre, Terrain miné, qui retraçait, que tu as écrit, qui retraçait un petit peu l'histoire, quand la politique s'ingère un petit peu comme ça dans l'histoire du football. Oui, mais là, il n'y avait pas eu boycott en 1934. C'est pas une idée qu'il y avait dans l'air. Bon, ceci dit, on a failli organiser des Jeux Olympiques en Espagne républicaine pour contrer les Jeux de Berlin de 1936. Mais ça, c'est... Non, il y a eu vraiment un mouvement qui n'est pas allé bien loin, mais c'était la Coupe du Monde 1978 en Argentine, parce qu'il y avait une junte militaire. Et qui tuait, qui torturait, qui éliminait les opposants. Il y avait déjà une question de boycott à l'époque, on parlait un petit peu de boycott. Oui, il y a eu un mouvement naissant, et c'est resté un peu lettre morte, parce que... mais déjà, même si le football était important à l'époque, c'est pas non plus le genre de choses qui pouvaient entraîner l'opinion. Donc, non pas que les gens auraient été contre par principe, mais c'était... 78, ça n'a pas la puissance d'aujourd'hui. Une Coupe du Monde, aujourd'hui, c'est vraiment l'événement majeur. En 78, c'était important, mais en plus, c'était une Coupe du Monde en Argentine, donc les matchs avaient lieu très tard, y compris la nuit. Donc, il n'y avait pas un réel impact. Et puis après, il faut dire aussi la vérité, c'est que, comment dire, tout ce qui tourne autour de ces questions de boycott, de contestation politique, dépendent aussi, surtout à l'époque, dépendent aussi des zones d'influence. On était dans le monde occidental. Donc nous, en Occident, je veux dire, pour parler très 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 rapidement, c'est le camp occidental, c'est l'OTAN, c'est on a été beaucoup plus regardant avec les JO de Moscou en 1980, ce qui était normal, c'était fondé. Donc il y a eu un boycott de part et d'autre aux JO de 80 de la part du bloc occidental et du bloc de l'Est en 84 pendant les JO
de Los Angeles. Justement, concernant cet aspect géopolitique avec l'impact de ce que peut représenter le soft power du sport en général, mais du football en particulier, qui est quand même un sport majeur au niveau mondial, on retrouve des problématiques politiques. On arrive à redessiner un petit peu les enjeux, les antagonismes géopolitiques dans le sport. Ah oui, il suffit de voir quels sont les États qui candidatent pour organiser le sport, ceux qui participent, ceux qui tirent profit finalement des victoires sportives. On est très fort aussi en France pour mettre en scène nos victoires quand il y en a, et puis théâtraliser nos défaites quand elles existent. Le sport est géopolitique par essence parce qu'il est politique dès l'origine, et on le voit encore aujourd'hui. Là, c'est le Qatar, mais c'était la Chine avec Beijing 2022, les Jeux Olympiques d'hiver. Là, on a l'Arabie Saoudite, une nouvelle puissance qui se positionne à cause de la rente énergétique. On avait la Russie avant. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre finalement le monde, l'avant-scène des relations internationales, c'est la scène sportive. Prenons la guerre en Ukraine, par exemple. Les premières sanctions, elles sont tombées dans le domaine du sport, pas dans le domaine de la culture. La culture a suivi. Mais le premier secteur où finalement on fait pression, c'est par le sport, parce que le sport est récurrent, parce qu'il est régulier, parce qu'il va toucher tout le monde et que c'est le plus petit dénominateur qu'on ait. Aujourd'hui, vous prenez un ballon, vous le faites rouler. Vous allez voir, n'importe quel enfant, quelle que soit la langue, va être capable de jouer avec. C'est le cas avec... il y a quasiment aucun autre exemple aujourd'hui en dehors du sport. Et ça explique aussi l'universalité et les responsabilités qu'il y a derrière. Parce qu'aujourd'hui, des acteurs comme la FIFA, comme le CIO, sont des acteurs géopolitiques qui se cachent derrière l'apolitisme du sport, un mythe qui arrange tout le monde. Et aujourd'hui, il faut les responsabiliser. Parce qu'on ne peut pas laisser à des États le soin finalement d'utiliser le sport pour nettoyer les représentations, les images qu'on a. Je rappelle quand même que la Coupe du Monde 2018, elle a permis à la Russie de Vladimir Poutine, le même qui avait envahi la Crimée, mais à ce moment-là, ça posait pas un problème, qui a envahi l'Ukraine, et là, ça commence à en poser un. C'est quand même le même qui a tiré profit en termes d'image de ça. Souvenez-vous de l'image des Bleus, par exemple, dans le vestiaire, en criant « Vladimir, Vladimir, Vladimir ». Ces images, aujourd'hui, elles sont difficiles à trouver. Puis beaucoup de joueurs ont oublié cette période-là. Bon. L'idée, c'est qu'on soit conscient de ce que représente le sport et de la puissance géopolitique du sport. Ça veut dire aussi qu'on aura peut-être du mal à voir certains dirigeants français se présenter sur le sol qatarien au moment de cette Coupe du Monde. Ouais. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir, au niveau, on parle des instances du football français, justement, la FFF. Est-ce que est-ce qu'ils ont conscience, enfin, est-ce qu'ils ont réussi à vous entendre je parle là à Lola Schulman et à Camille Deschamps. Quelle est la posture de la FFF dans toute cette histoire ? Est-ce qu'ils sont conscients ? Est-ce qu'ils ont envie d'agir ? Est-ce qu'ils ont envie de dire on est conscient de ça ? Les relations entre Amnesty et la FFF, ça a été complexe parce que dès 2016, en fait, on avait fait une campagne qui s'appelait pas Ramener la coupe à la raison, qui avait aussi un titre pas mal qui s'appelait J'aime le foot, pas le travail forcé. On avait fait une pétition, on avait fait des actions et on avait sollicité des rendez-vous avec la FFF. Mais à ce moment-là, ils ne nous avaient pas répondu. On les avait sollicités à plusieurs reprises. L'année dernière, on a fait plusieurs courriers aux dirigeants de la fédération qui ne nous ont pas répondu. D'accord. Et donc, en fait, on a décidé de faire une action. Et donc, quand on a lancé la campagne, comme en parlait Camille avant, Ramener la coupe à la raison, on avait décidé de déployer une grande banderole devant le siège de la FFF. Donc au petit matin, il y a des grimpeurs qui sont venus mettre cette banderole devant le siège de la FFF. Et là, on a eu une réponse. Donc voilà, il faut savoir si on va engager un dialogue. En tout cas, l'action de banderole fonctionne avec la FFF. Enfin bon, ça marche. On a mis après 4 mois pour avoir un rendez-vous et rencontrer Noël Le Graët et les directeurs de la Fédé. Alors sa position, c'est quoi ? Donc elle a évolué. Donc en avril, la position était le Qatar a fait beaucoup d'efforts. Et il s'arrête là. Donc, il veut pas sans préciser sur quels non, mais c'est-à-dire qu'il ne veut pas aller plus loin, puisque nous, on demandait de dire, vous pouvez reconnaître que le Qatar a fait des efforts, mais en tout cas, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et qu'il faut continuer à dire qu'il y a des problématiques de droits humains pour justement faire en sorte que les choses avancent. Mais il n'a pas souhaité aller plus loin dans sa phrase. Et donc, pour nous, c'était vraiment dommageable parce que c'était important que la FFF porte un discours sur la question des droits humains au Qatar, ce qu'elle n'a absolument pas souhaité faire. Et on pensait que ce rendez-vous aussi était le début d'un dialogue avec la fédération. Ça n'a pas été le cas, puisque suite à ce rendez-vous, on a essayé d'envoyer plusieurs courriers à la fédération qui ne nous a pas répondu. Et donc, quand on a fait là, dernièrement, on a fait une lettre ouverte, une deuxième lettre ouverte aux joueurs de l'équipe de France en disant qu'on allait soutenir le Danemark
lors du match France-Danemark. Là, tout d'un coup, ça a fait réagir la FFF qui était sûrement très vexée qu'on ne soutienne pas l'équipe de France et qu'on préfère le Danemark. On n'y est pour rien d'ailleurs par la perte de l'équipe de France lors de ce match et j'enlève toute responsabilité de la part d'Amnesty là-dedans. Mais en tout cas, voilà, elle a réagi par communiqué en disant qu'elle soutenait quand même des demandes d'Amnesty sur la situation au Qatar, qu'elle faisait son travail vis-à-vis des prestataires qu'elle allait utiliser une fois qu'elle serait à Doha. Et donc après ça, nous, on a recommuniqué, on a tenté aussi de nouveau d'engager un dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que publiquement, la semaine dernière, la FFF a fait une déclaration pour dire qu'elle soutenait notre demande de fonds d'indemnisation. Donc elle rejoint d'autres fédérations, ce n'est pas la première fédé, mais elle rejoint d'autres fédérations qui ont fait le choix de soutenir le fonds d'indemnisation. Donc maintenant, on espère que ces fédérations vont continuer à faire pression au sein de la FIFA pour soutenir le fonds d'indemnisation pour que la FIFA le mette en place rapidement. Et on demande aussi à la FFF de faire toute transparence sur la question des prestataires qu'elle aura à Doha. Et donc de nous dire comment elle s'assure qu'il n'y a aucune violation des droits qui se déroule au sein des prestataires, que tous les travailleurs sont bien respectés, l'hôtel, la restauration, sécurité, transport, etc. Et quelles sont les garanties dont elle dispose à ce sujet. Camille Deschambre, est-ce que des joueurs en particulier, alors pas forcément des joueurs français, mais au niveau international, est-ce qu'on a des prises de position de joueurs en activité éventuellement, qui vont jouer cette Coupe du Monde, qui se sont positionnés, ou pas du tout? Pour l'instant, les joueurs se désolidarisent et finalement se cantonnent à leur rôle qui est finalement leur rôle premier, c'est d'être des joueurs de foot et point à la ligne. Alors en France, on a eu une toute petite prise de parole de Varane suite justement à notre lettre ouverte aux Bleus après le match du Danemark. Pour le moment, dans l'équipe s'est exprimé de quelle façon, Varane? Il a dit qu'il y avait des problèmes au Qatar, des problèmes. Qu'il y avait une problématique, ouais. Mais c'était parce qu'on lui posait la question lors d'une conférence de presse. C'est D'accord, pas lui-même, c'est pas une déclaration. C'était pas une déclaration très forte comme on aurait pu l'espérer. Nous, comme on le disait, les joueurs de foot jouent au foot. Nous, on les sollicite pour agir de la manière qu'ils souhaitent, mener éventuellement des actions de solidarité, s'exprimer publiquement, soit pour soutenir certaines de nos demandes, soit pour se montrer solidaire avec les travailleurs qui ont vu leurs droits violés. On n'attend pas d'eux une action spécifique. En tout cas, on les a sollicités de différentes manières et avec différents modes d'action, l'équipe de France, pour qu'ils se mobilisent. Et pour l'instant, on n'a pas obtenu de réponse. Et au niveau international, il y a plusieurs joueurs. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe anglaise. On a eu une déclaration qui a dit publiquement qu'ils allaient rencontrer des travailleurs une fois qu'ils arrivent à Doha et qu'ils allaient faire ce choix-là. D'autres, donc le Danemark, nous, qu'on avait pris en exemple exprès, parce que en fait, le Danemark s'est beaucoup impliqué sur la question des droits humains. On a beaucoup parlé du maillot qu'ils vont arborer, des différents messages qu'il y a eu autour de la question des droits humains. L'équipe allemande aussi a déjà arboré des messages droits humains, respect sur les droits humains sur leur maillot. Enfin voilà, il y a plusieurs actions qui ont déjà été menées par des équipes européennes. Et donc, on peut attendre de la France une forme de solidarité. Après, je pense que c'est important de dire, c'est pas tant la réaction d'un joueur, mais que ça peut être aussi collectif. De réfléchir à quelque chose de collectif, que ce soit une sein d'équipe de France avec d'autres équipes européennes, etc. Mais en tout cas, qu'il y ait aussi cette réflexion-là et qui se la pose. Et donc, nous, on a demandé aussi à rencontrer l'équipe de France. En Belgique, notamment, l'équipe belge a rencontré la section d'Amnesty International belge francophone. Donc, c'est quelque chose que nous aussi, on a proposé à l'équipe de France, de se rencontrer pour échanger, sensibiliser, poser les questions. D'accord. On attend encore et on espère une réponse pour les rencontrer. On ne sait pas, peut-être pendant la Coupe du Monde, peut-être qu'il y aura une réaction, quelque chose d'inattendu, un message. Messieurs, moi j'aurais aimé savoir, est-ce que justement c'est le rôle des joueurs? Est-ce que les joueurs doivent s'impliquer? Peut-être que toi, Chérif, dans l'histoire du sport, on a vu des joueurs engagés, que ce soit des Paulo Breitner, des Socrates, qui s'est érigé contre la dictature. Neymar, par exemple, avec Bolsonaro. Non, mais fondamentalement, ils ne savent pas faire. Ils savent pas faire. C'est pas des idiots, c'est pas des gens qui n'ont pas d'affect. Ils savent pas faire. Ils sont
un processus professionnel hyper concurrentiel. Donc voilà, pas Et forcément. puis c'est risqué ce genre de communication pour eux, pour leur image aujourd'hui. Ouais, en plus, Vu qu'on est dans l'image. Déjà. Et puis, moi, j'attends pas d'un joueur qui fasse ce genre de démonstration s'il n'est pas sincère. Si voilà, il le fait parce que bon, voilà, on leur a recommandé de le faire et tout. Bon, après, par exemple, l'équipe du Danemark, bon, ils le font, ils se sont engagés. Vraisemblablement, peut-être que leur conscience, elle est plus élargie, elle est plus très certainement. Mais ne demandez pas à des joueurs qui ne pensent pas ce qu'ils vont faire. Voilà, fondamentalement, ils ne savent pas faire. Maintenant, à l'avenir, il y a des centres de formation, on leur donne des cours de communication, on leur apprend à gérer leur patrimoine, ceci, cela. Média training. Donc le voilà, marketing. on peut les sensibiliser à titre personnel, à titre collectif. Tous les joueurs qui sont intervenus globalement dans l'histoire, c'était souvent à titre personnel. Il n'y a pas eu de... Bon, Socrates est intervenu pour la démocratie. Mais... Plus concrètement, aujourd'hui, on a un joueur comme Marcus Rashford qui s'investit beaucoup justement sur des questions d'égalité. Oui, sur le caritatif. Mais quand on gratte un peu, la plupart des joueurs professionnels le font. Alors c'est très bien, ils ne le rendent pas public. Mais des joueurs qui participent à titre privé, à titre personnel, à des actions caritatives ou alors faire des chèques assez importants, à des organisations. Après, ils ne le disent pas, et c'est très bien, à mon sens, mais ce n'est pas des gens sans cœur non plus. Ouais. Maintenant, pour en parler de conscience politique, il y a eu un début avec Black Lives Matter, avec les joueurs qui ont posé un genou à terre. C'est une prise de conscience. Il y en a qui étaient assez impliqués dedans, d'autres qui ont suivi le mouvement. Globalement, ils l'ont fait. Ça continue en Angleterre, ça s'est arrêté ailleurs. Donc voilà, rien n'est impossible, mais une fois de plus, faut apprendre à le faire, faut être éduqué et informé pour ça. Je veux dire, on a toujours reproché à Zidane de ne pas entrer en France dans tous les débats sociétaux. Il ne sait pas faire. Alors, il est ce qu'il est, il est ce qu'il représente. Ne lui demandez pas d'appeler à voter pour un tel ou contre un tel. Il ne sait pas faire. Ouais. Alors, on l'a accusé à tort, à mon avis, de préserver ses intérêts, son image de marque et tout. Alors qu'il le dit, c'est les conseils de son papa, hein, c'est ne t'implique pas dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est intéressant ce que tu soulèves. Moi, ce que j'ai envie qu'on puisse soulever maintenant, c'est justement... Là, on a une sorte de prise de conscience générale grâce à l'implication des ONG finalement qui quelque part disent bon, on va siffler la fin de la récréation, on fait plus ce qu'on veut, on va être regardant sur tous les aspects d'attribution d'une Coupe du Monde. Est-ce que demain, toi, Jean-Baptiste Guégan, est-ce que tu penses que on peut officiellement inclure dans le cahier des charges toutes ces questions de droits humains, d'aspects climatiques, toutes ces choses-là pour être des facteurs... Alors, si on est réaliste, il suffisait de lire ce que disait Platini sur le sujet. Les cahiers des charges, personne ne les regarde, personne ne les ouvre, personne ne les lit. Donc, un cahier des charges, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Si les gens qui votent derrière les lisent pas, les appliquent pas, les respectent pas, ça sert à rien. Par contre, il y a une chose qui est intéressante. Cette Coupe du Monde au Qatar, ce sera vraiment un turning point, un tournant. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on voit dans le champ médiatique s'installer la question des travailleurs. Que derrière, on glisse sur la question des droits humains. Qu'après, on aborde frontalement, et pas de manière simpliste comme ça avait été le cas à Sochi en 2014, la question environnementale. Et qu'on réfléchit véritablement au modèle du sport qu'on veut, et au modèle de gouvernance du sport qu'on veut. Cette question, finalement, de la politisation du sport, de sa responsabilité, aujourd'hui, elle existe. Si ça passe par des cahiers des charges, mais allons-y. Le souci, c'est qu'on sait comment ça fonctionne au CIO, on sait comment ça fonctionne. Et on a encore eu un exemple avec les Jeux asiatiques d'hiver qui ont été attribués à l'Arabie Saoudite. Concrètement, ils ont été donnés à celui qui avait le plus d'argent pour financer le projet. Il faut en tenir compte, Jean-Baptiste. Et il faut en tenir compte aussi. C'est important, c'est démesuré, organiser une Coupe du Monde. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on va passer à 54 équipes. C'est un délire. Et que, maintenant, les Jeux Olympiques, avant, on demandait d'avoir un stade olympique, une piscine olympique, un grand gymnase. Maintenant, on demande des infrastructures, on demande le Wi-Fi, toutes les connexions. Il n'y a aucune Olympiade à moins de 10 milliards d'euros depuis 1976. Et 10 milliards. Tous les budgets sont explosés. Là, les contribuables londoniens, ils en ont encore pour pas mal d'années à régler. Et ça va être pareil.
pour les contribuables parisiens. On les prévient amicalement. Alors justement, cette Coupe du Monde au Qatar, est-ce que c'est pas le paroxysme du foot business? Est-ce qu'on n'arrive pas là aujourd'hui dans un symbole finalement d'arriver à cette Coupe du Monde? C'est l'opulence de l'argent. Le Qatar, tout à l'heure, on en parlait, ils se sont imposés à la table des pays du football avec des moyens. Est-ce que justement c'est un symbole aujourd'hui et que justement ce symbole... C'est une partie du problème, c'est pas... si on focalise sur le Qatar, on oublie par exemple ce que font de manière beaucoup plus discrète les Émirats Arabes Unis. Moi je suis plus inquiet par ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis, parce que c'est les mêmes délires. C'est-à-dire que du strict point de vue environnemental, c'est la même chose. Le nombre de morts, je suis désolé, en passant la frontière, il n'a pas baissé. Hein. On a par exemple le City Football Group, qui est quand même qui pose de vraies questions sur la manière. Ils ont plus de 2500 joueurs sous contrat. Cette question finalement de cette nouvelle étape du football où l'argent prend le pas, où la géopolitique finalement revient à toute force sans régulation, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, on a la multiplication des opérateurs TV. Voilà, là, il y a une démultiplication aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est du big business. Là. Tout l'écosystème a changé et aujourd'hui, on est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on a clos la phase finalement du business tel qu'on pouvait le pratiquer dans les années 90. Avec les années 2010, on est rentré dans un autre monde. Ouais. Cet autre monde, aujourd'hui, on commence à le conscientiser un peu. Ça tombe bien en 2022. Et c'est là où il faut bouger. Parce que l'étape d'après, c'est un monde et un football qui va ressembler à la NBA, avec des joueurs qui vont s'enchaîner 80 matchs par saison, où tout le monde dira, finalement, le dopage, c'est déjà pas un problème, pourquoi ça le deviendrait? On va avoir la question aussi des jeunes joueurs qui vont pas dépasser les 25 ans, parce qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs, tout le monde est content de voir un joueur de 15 ans arriver et de jouer contre des pros qui ont 28 ans. C'est super, mais en général, il fait moins de 10 ans de carrière derrière. Vous avez la question de l'argent. Il y a 50% des footballeurs qui, lorsqu'ils sortent finalement de leur carrière pro, sont ruinés. Je parle même pas des violences psychologiques. À un moment donné, ça, alors je suis contre on est tous complices, mais à un moment donné, on a une responsabilité aussi. Et aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt à regarder d'autres sports parce que le foot commence à être sacrément pénible, a fortiori pour un supporter du PSG. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre date. Si on part de l'hypothèse que c'est trop tard pour le Qatar, ceci, cela, ce qui est possible. Est-ce que trop tard est tardif? D'accord. Il faut réfléchir dès à présent pour la future Coupe du Monde, celle de 2026. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Moi j'ai un problème avec les États-Unis, donc mais comme j'en ai avec le Qatar. Donc comme tu restes en avant en 2030 aussi. Voilà, donc non, absolument. Mais pour les problèmes de géopolitique, géostratégique, que sont les États-Unis, ce qu'ils représentent. Amnesty International, je rappelle quand même qu'il y a la peine de mort encore dans ce pays-là, des discriminations, des interventions dans d'autres États. Le droit des femmes. Le droit des femmes, à disposer de leur corps, c'est quand même une dinguerie. Ça. Là, la liste, elle est interminable. Et puis les enjeux aussi hors environnementaux. On me rappelle, c'est sur 3 pays, donc il va y avoir des déplacements de supporters, de joueurs et tout. C'est Canada, Mexique, États-Unis. Donc voilà. Disons qu'on s'est fait avoir pour le Qatar. Il est peut-être. Je dis pas que c'est trop tard. Je dis que c'est tardif. Maintenant, dans 4 ans, on prend date et avec quels moyens on fera. Ça se trouve, on ne parviendra pas à annuler, boycotter. Enfin, je sais pas. Mais il y aura peut-être des avancées pour les compétitions d'après. Et puis en plus, n'oubliez pas, il faut jamais découpler FIFA et CIO. C'est le même business, c'est le même mode de fonctionnement. Ils ont des pouvoirs démesurés et il faut en tenir compte. Alors justement, moi j'aimerais que vous puissiez réagir à ce qui a été dit dans le sens où à la fin de la Coupe du Monde, c'est pas la fin du combat finalement. Ça va être peut-être le début d'un long cheminement pour accompagner justement le sport mondial vers quelque chose de plus juste. C'est pas tant le début d'autre chose. Pour nous, c'est dans la continuité du travail qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire que nous, après le mondial, on va continuer à faire des rapports sur le Qatar, on va continuer à faire des recommandations. Le souci et la peur qu'on a, c'est qu'on n'aura plus l'attention médiatique qu'on a aujourd'hui, en fait, et qui nous permet aussi de mettre le débat sur ces situations-là. Pour nous, l'enjeu, ce sont bien les travailleurs qui se trouvent au Qatar. On est très inquiets quand on voit que là encore aujourd'hui, on a des travailleurs dont le contrat prend fin du jour au lendemain par leur entreprise et qui ne touchent aucune indemnité et qui sont, on leur demande d'être expulsés du pays. On souhaite qu'ils soient expulsés du pays. Enfin, aujourd'hui, la situation, elle demeure extrêmement précaire. Et après le mondial, on espère que les médias qui en ont parlé continueront d'en parler et qu'on puisse aussi nous continuer de porter la voix et qu'on puisse continuer de défendre autant les travailleurs.
C'est bien l'objectif. On n'est pas du mot de la fin. Avant de terminer, on va rappeler le livre qui a été écrit par Jean-Baptiste Guégan aux éditions Bréal. Donc, Géopolitique du sport, qui est toujours accessible, qui est toujours en vente. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais laisser le mot de la fin à Camille Deschambre et à Lola Schulman. Je vous laisse nous dire ce que vous voulez avant la fin de cette émission. Non, ce qui est intéressant, et je le souligne parce que voilà, on est aussi dans ce cadre de gens qui aiment le sport, qui aiment le foot, c'est-à-dire que nous, ONG Défense des droits humains, on n'était pas forcément habitués à dialoguer avec des journalistes sportifs, avec des experts aussi sur les questions géopolitiques du sport, et on a été extrêmement bien reçus dans le milieu sportif, dans le milieu du foot, et que là, toute la campagne qu'on mène là, depuis aussi maintenant près d'1 an, elle a été suivie de près par les journalistes sportifs qui se sont intéressés à la question des droits humains. Et on souligne vraiment ça parce que ça a été quelque chose d'essentiel pour nous, pour atteindre les supporters, pour pouvoir échanger sur toutes ces questions également. Et donc l'importance de travailler sur les questions de sport et droits humains et que les deux ne sont pas complètement distincts, mais au contraire, on peut vraiment travailler ensemble et continuer à avancer. Un pronostic pour France-Danemark ? Non, pas de pronostic. Ok, très bien. Peut-être allez un petit mot avant de terminer parce que là on est vraiment au bout de l'émission chez F. Guémour. Les choses commencent. Les choses continuer. Ouais, non. Il y a une Coupe du Monde dans 4 ans. Faut voir ce qu'on peut faire. Et les gens, ils sont pas d'opposition, de contestation par principe ou de stupidité par principe. Il faut simplement qu'ils soient bien informés. Et puis voilà, donc il y a toutes ces thématiques-là, faut qu'elles prennent corps. Mais comme le dit Jean-Baptiste, c'est vraiment au niveau des instances qu'il faut reprendre, si possible, les choses en main. Que ce soit la FIFA, le CIO. J'arrête pas d'en parler, j'insiste. La FIFA et le CIO. Ouais. C'est vraiment 2 gouvernements mondiaux qui ont une autonomie absolument folle et qui ont des pouvoirs exorbitants. Un petit mot ? Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a avancé sur des sujets, il y a des questions qu'on n'oubliera pas et qui ne seront pas oubliées. Et avec des ONG comme Amnesty, avec d'autres acteurs, les choses ont changé. Et c'est là où il faut justement se servir de tout ce qui a été fait pour plier et tordre le bras du CIO et de la FIFA. Mesdames, messieurs, merci à vous et je donne rendez-vous prochainement aux auditeurs avec un autre sujet et tout autant de spécialistes autour de la table. Merci.